Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignen. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. L'automne s'installe et quelle beauté qu'est notre Savoie, ces paysages splendides de nos montagnes, notre lac si caméléon, je dirais. Les produits et plats de notre terroir s'accommodent avec le temps. Et en parlant de produits, ce lundi, nous irons à Chanaz sur une péniche. Et oui, découvrir un concept original, une péniche transformée en épicerie, atelier, avec une identité qui est tout simplement les abeilles et le miel. Et c'est Marie à bord de cette péniche, un coup de cœur d'activité découverte que j'ai eu il y a quelques semaines, la mielerie de Chanaz. Bonsoir Marie. Bonsoir à toutes et à tous. En parlant de produits également, c'est un maître artisan qui nous fait l'honneur d'être parmi nous autour de la table. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Nicolas Chiron des pâtes Crozet et Taillerin Chiron et Fils. Bonsoir monsieur, je dirais. Et on parle de produits artisanaux et qui de mieux pour nous, les sublimer qu'un chef passionné et talentueux et généreux, qui est le chef Campanella, Cédric Campanella du restaurant Le 59 à Aix-les-Bains, centre-ville. Bonsoir Cédric. Bonsoir Yves, bonsoir à tous, merci. Et je suis très heureuse de te recevoir enfin à mon émission. Merci. Et puis aussi dans un instant, nous aurons également par téléphone Jean-François S., le fondateur de l'événement Savoie Cheese and Wine Week qui a démarré ce samedi 11 et qui se déroulera toute cette semaine dans à peu près 80 établissements de la Savoie et Haute-Savoie. Nous les avons accompagnés depuis plusieurs mois, et oui, depuis le mois de juillet, si je ne me trompe pas, où avait eu lieu notre première émission. Et enfin, on le vit, cet événement incontournable du fromage et du vin de chez nous, vin Dieu, je dirais même. Allez, on démarre sans plus attendre. Car ce soir, on a encore une émission bien gourmande, et c'est sur une péniche que l'on se rend avec Marie. Marie, tout simplement, avant, on va te souhaiter à la péniche, à la péniche aux abeilles, la mielerie du Chanaz, bon anniversaire. Merci beaucoup. Bravo. C'est très gentil à vous. Voilà, puisque ça fait un an à hier que l'activité, cette belle aventure a démarré. Alors, toujours dans l'émission, c'est ton parcours, qui tu es, qu'est-ce qui t'a emmené à être où tu es aujourd'hui, tes produits, donc ton histoire, tes produits, comment on te retrouve. Donc voilà, on est parti sur ta découverte. Alors, comment je suis mon parcours ? Alors, mon parcours est un petit peu particulier dans le sens où la Savoie est plutôt une terre d'adoption pour moi, puisque je suis d'origine belge. Et j'ai eu une éducation et une sensibilité dès très petite par mes parents à tout ce qui était produit local et à la valorisation de tout ce qui était produit local. Et donc, j'ai atterri un petit peu par hasard ici, suite à un séjour d'ailleurs avec mes parents dans la région. Et on parlait, en début d'émission, vous parliez de notre territoire. Et donc, j'ai eu un coup de cœur pour ce territoire. J'ai poursuivi mes études en Belgique et j'avais dans le coin de ma tête cet endroit où j'avais vraiment eu un coup de cœur. Et puis finalement, je me suis dit, allez, lançons-nous, allons-y. Je viens du domaine de l'histoire, donc je me suis occupée du musée gallo-romain de Chanaz. C'est là d'abord que j'ai atterri pendant une dizaine d'années. Et puis j'ai rencontré les apiculteurs et aussi Sylvie et Jean-Luc Messonnier, les créateurs des Salgos, parce que la péniche sur laquelle je suis installée, elle s'appelle la Salgos, puisque c'est des créations que Sylvie, qui est artiste peintre, a lancées il y a 12 ans à Chanaz. D'accord. Et c'est comme ça, on s'est connus parce que j'étais au musée gallo-romain. J'ai rencontré les apiculteurs du village. Il y avait du miel un peu partout à Chanaz, mais pas le miel de l'apiculteur du territoire. Je me suis dit que c'était un peu dommage quand on avait un apiculteur de qualité. Et du coup, on a voulu mettre en avant ce miel. Et puis au départ, c'est parti d'idées aussi de partenariat, de mutualiser les savoir-faire du territoire. Donc on a fait une bière au miel avec le brasseur de bière de Chanaz, qui est brasseur depuis 10 ans, Pascal Moreau. Oui. On a fait des cosmétiques avec une dame qui a un 15 km de Chanaz, Daniel, de la roulotte à savon. Et toujours cette idée de produire nous. Mais il fallait le temps de se former, le temps de s'équiper.
Et donc, sur la péniche, on a d'abord installé une ruche pour que les gens puissent voir une ruche pédagogique. Voilà, c'est une ruche qui est vitrée avec une cheminée transparente. Donc les abeilles, elles rentrent et sortent par le toit et on les voit grâce à ces vitres en train de travailler à côté de moi dans la ruche. Donc la ruche, elle est avec moi depuis un peu plus longtemps, depuis 2 ans et demi, depuis qu'on a installé cette épicerie et cette péniche aux abeilles sur la péniche Achana qui est au bord du canal de Savière. Elle est en dessous de la passerelle qui permet à Achana de traverser le canal. Et du coup, sur le haut de la péniche, on a le miel des apiculteurs de Chana. Et en bas, on a installé une épicerie de produits locaux en circuit court. On est à peu près sur 35-40 km pour l'origine des produits autour du village de Chana. D'accord. Et à la fin de ce premier niveau, il y avait un espace qui était avant l'atelier de céramique de Sylvie et Jean-Luc. Et du coup, cet espace, on en a fait une cuisine depuis le 12 novembre 2022. Et donc, ça faisait 1 an hier. Et donc, on a installé nos fours, on a installé notre pétrin, puisque du coup, sur la péniche, on fabrique avec le miel des apiculteurs de Chana. Et entre-temps, 2 autres apiculteurs qui nous ont rejoints parce que malheureusement, l'apiculture, en 2021, elle a énormément souffert. Et on s'est retrouvé avec une année catastrophique en raison des conditions météorologiques. On en discutait tout à l'heure, mais voilà, la situation s'est un peu améliorée, mais on a le frelon asiatique qui embête nos abeilles et qui, du coup, a diminué la quantité de miel. Donc, il y a 2 autres apiculteurs qui nous ont rejoints, un qui est dans l'Ain, à 7 km de l'autre côté du Rhône, et puis on a un apiculteur qui est en Chartreuse. Et avec le miel de ces 3 apiculteurs, on fabrique nos gourmandises au miel. Donc, vous rachetez ce miel à ces apiculteurs ? Tout à fait. Et du coup, à partir de ce miel, on fabrique. Alors, on choisit le miel en fonction des fabrications qu'on va faire, puisque du coup on a commencé au départ par nos pâtes à tartiner. Donc on fait une pâte à tartiner au chocolat au lait et au chocolat noir miel. On a lancé un cara au miel, donc c'est un caramel au miel et beurre salé. Et là par exemple on va pas utiliser le même miel, puisque dans le cara au miel on met un miel de montagne, on est au milieu des montagnes, donc on a voulu rendre hommage à notre territoire, un goût de miel qui va se ressentir. Et par contre dans les pâtes à tartiner, là on a fait le choix de prendre un miel d'acacia, parce qu'en fait le miel d'acacia, c'est un miel qui a un indice glycémique assez faible. Et donc, comme on met 0 sucre dedans, on a pensé que les personnes diabétiques, qui ont seulement droit au miel d'acacia, avec parcimonie évidemment, mais comme ça, elles peuvent manger nos pâtes à tartiner, puisque du coup, souvent ils ont la frustration de ne pas pouvoir en profiter. Et donc, on voulait penser à eux aussi. Et puis, on a lancé le pain d'épices. Et donc là, par contre, on met un miel qui a beaucoup plus de caractère. Et en l'occurrence, on met le miel de châtaignier, avec comme souci dans tous nos produits de mettre le moins d'ingrédients possible pour vraiment revenir à l'essentiel qui est le goût. D'accord. Donc ça fait quand même pas mal de recettes tout ça ? Ça fait pas mal de pour recettes. Pour quelqu'un qui a travaillé de l'histoire. Effectivement. Donc il y a quand même pas mal de créativité, mais donc t'es pas toute seule à travailler. Je suis pas toute seule à travailler. Toute seule, on n'est pas grand-chose. Donc d'abord, j'ai commencé avec Jean-Luc et Sylvie, qui du coup là maintenant ne sont plus à Chana, et m'ont rejoint Michel, donc qui travaille avec moi, et Marie-Colette. Et puis j'ai mon assistant nougatier, Fabrice, mon compagnon, qui m'aide à la réalisation du nougat, qu'on n'a pas fait tout de suite et qu'on a commencé en janvier de cette année-ci. Du coup, le temps de peaufiner cette recette. Un vrai nougat. Un vrai nougat. Alors un nougat avec le miel de montagne, pour que le caractère ressorte bien. Et puis du coup, on ne met pas que des amandes, mais on met aussi des noisettes et des pistaches bio qu'on torréfie juste avant la réalisation du nougat. Et comme ça permet de bien dégager tous les arômes des fruits secs lorsqu'on déguste le nougat. Donc il y a pas mal de créativité. Il y avait une grand-mère derrière toi ? Grand-mère, oui, pour qui le miel c'était quelque chose qui et puis une maman aussi, parce que ma maman aime beaucoup cuisiner, et du coup maman m'a donné ce goût à fabriquer moi, avec les personnes qui m'aident évidemment, mais disons que faire les choses, et puis ce qui est important, l'origine des produits qu'on utilise, les fabriquer soi, et pas de fioritures dans les produits qu'on fabrique. Voilà, vraiment ce que je disais tout à l'heure, mais l'essentiel du goût. Quand on a parfois des enfants qui me disent, ça m'est arrivé, un jeune adolescent qui dit, alors c'était avec ses mots à lui, mais en gros que c'était meilleur que certaines autres pâtes à tartiner, en ne les citant pas. Pour moi c'était le Graal. C'était quand on a ce genre de retour, on se dit que on sait pourquoi on fait les choses. On est dans le partage. Exactement. Et en plus c'est pas forcément un bon exemple, celui-ci. Mais moi, je serais plus allée sur ce nougat où on a quand même du mal à trouver un
un nougat artisanal avec ses vrais ingrédients, quoi. Oui. Parce qu'il n'en faut pas beaucoup au final. C'est du blanc d'œuf. C'est du blanc d'œuf, blanc d'œuf, du miel. Donc on met quand même un petit peu de sucre, mais le miel est l'ingrédient principal. Et puis après on le dessèche au chalumeau. Donc ça alors c'est par contre un peu un défi parce que on est sur l'eau et ça on ne le savait pas spécialement au départ, mais le taux d'hydrométrie dans le nougat c'est extrêmement important. Et donc le dessécher au chalumeau pour avoir une texture qui va varier. On peut l'avoir ou plus mou ou plus dur, mais des fois c'est pas toujours on peut avoir quelques surprises. On dit que quand on cuisine en altitude, on a également des surprises. Mais sur l'eau aussi. Et sur l'eau aussi. La péniche, elle ne bouge pas du tout. Non, absolument pas. On est très très bien amarré. Alors simplement l'été, quand on a des bateaux qui passent parfois, ils respectent pas tout à fait les kilomètres/heure autour de la péniche, ça nous arrive de tanguer un petit peu. Mais ça n'a jamais fait tomber un peu de miel, par exemple. Donc c'est vraiment voilà. Et les gens surtout, c'est quand ils voient, parce qu'avec les précipitations qu'on a pour le moment, quand ils voient ils regardent par la fenêtre le courant, ils ont l'impression qu'on bouge, mais en fait, on bouge pas du tout. Non. Donc après, il y a une sélection de producteurs locaux. Tout à fait. Donc on a parlé d'un rayon de 30-40 kilomètres autour. Tu veux en citer quelques-uns qui... Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on s'est aussi nourri des demandes des clients parce que la péniche, elle est pas ouverte qu'en saison. À la péniche, on est ouvert toute l'année. On ferme un seul jour par an, qui est le 25 décembre. Donc, notre volonté, c'est vraiment de s'ancrer sur le territoire. Et donc, on a beaucoup de fidèles clients locaux. Et ces clients locaux, au-delà de la clientèle touristique, nous a fait cette demande en disant parfois, c'est dommage que t'as pas telle ou telle chose. Et donc, j'ai essayé de trouver ces réponses à leurs questions avec cette volonté que ça soit local. Donc on a sur l'eau de la péniche des produits alors qui sont plutôt on pourrait dire des produits autour des plantes puisqu'on travaille avec l'épouse d'un de nos apiculteurs qui fabrique alors des alcoolatures. Donc là c'est plutôt dans le rayon des cosmétiques on va dire. Oui. Et sur le bas de la péniche là on a la bière de Chana, on a des viticulteurs, donc on a notamment le domaine Trichon qui se situe dans le département de l'Ain puisque on est allé à cheval. Chana a cette particularité d'être vraiment à la croisée de plusieurs départements. On a également les rillettes de poissons de Romuald Bouvier, donc qui est à Chindrieux, qui est pas très loin, qui est un des derniers pêcheurs professionnels sur le lac du Bourget. On a également tout ce qui est produit à base d'ail des ours, l'étoile verte à Meaux, donc Guillaume, Mylène, qui réalisent des aromates ail des ours, pesto ail des ours. On a également, on travaille avec une personne qui est à Saint-Genis-les-Villages, donc des personnes aussi qui font des reconversions professionnelles. Elle était pharmacienne et au jour d'aujourd'hui, elle a lancé sa petite auto-entreprise qui s'appelle Tout Simplement. Ouais. Donc elle fait des tisanes. On travaille également avec Émilie Leclerc, donc qui elle fait sur Chambéry et donc qui elle ça s'appelle Sentier des Alpes et donc elle fait des bougies, des savons et puis elle fait également une gamme de thé d'infusion. Donc parmi les quelques producteurs, pas mal de produits divers, de diverses catégories, en tout cas. Tout à fait. Donc c'est un peu l'épicerie des habitants de Chana, on peut dire. Alors aujourd'hui, il y a une épicerie à Chana, mais l'épicerie qui est qui à l'époque, en tout cas, quand on a ouvert, était fermée 3 mois de l'année. Alors c'est plus le cas aujourd'hui. Elle ouvre beaucoup plus largement, mais c'est vrai que des habitants de Chana, parce qu'il y a à peu près 520 habitants à Chana, des personnes qui du coup se retrouvaient pendant 3 mois à ne plus avoir d'épicerie et donc qui nous ont fait la demande en disant c'est dommage que tu n'as pas telle et telle chose. Et c'est un peu pour eux au départ d'ailleurs qu'on a fait cette épicerie. Et puis depuis on a commencé vraiment en 2019 puisqu'on était auparavant au bord du canal et sur la péniche, j'y suis depuis mars 2021 et on a les producteurs qui étaient avec moi au départ dans un tout petit espace nous ont suivis sur la péniche et ça a permis d'ailleurs de leur laisser un peu plus de place parce que la péniche elle est sur 2 niveaux. Donc on a plus de possibilités. Combien de mètres carrés sur cette péniche? À peu près 110 mètres carrés entre les 2 niveaux avec l'espace consacré à c'est impressionnant quand même de se dire qu'on a
Oui, d'extérieur, on se rend pas toujours compte. D'ailleurs, souvent les personnes, parfois même, ils passent avec les paddles ou avec les kayaks à côté de la péniche, et par les hublots, ils aperçoivent et se disent ah mais tiens, il y a un deuxième espace juste en bas. Et du coup, quand ils rentrent, souvent nous disent mais on n'aurait jamais imaginé qu'il y avait une telle surface à l'intérieur. Donc oui, et puis c'est très lumineux. Enfin, voilà, j'ai conscience d'être dans un cadre qui est plus qu'agréable. Plus qu'agréable. Quelle petite spécialité tu nous concoctes, parce que tu crées des noms. La chanazette, c'est un petit biscuit enrobé de sucre. Exactement. En fait, on a voulu faire un petit hommage à Chana, donc on a lancé les chanazettes. Donc, on a utilisé le miel d'acacia de Lydie et Nicolas Reveron, les apiculteurs de Chana, et qui, quand ils ont, suite à la crise qui a été l'apiculture en 2021, ils ont lancé de l'huile de tournesol qui fabrique à Chana. Et donc, on met cette huile de tournesol dans les chanazettes, le vin blanc bio de nos viticulteurs, donc du domaine Trichon, qui est dans l'Ain, et qui s'évapore à la cuisson. Donc, les enfants ont tout à fait le droit, évidemment, de manger ces biscuits, c'était le but. Farine de blé bicarbonate, et à la fin, on roule dans un peu de sucre de canne bio, de manière à donner ce petit côté un peu croustillant sur l'extérieur. D'accord. C'est entre le biscuit et le gâteau, je dirais. Donc, il y a une belle gamme de biscuits, ce qu'on découvre. Puis il y a des petites sur le nouveautés plateau encore, qui vont arriver pour les fêtes, pour le nougat notamment. Et puis en termes de biscuits, là, on a fait des petits moelleux au miel, qu'on a fait il y a 2 jours. Donc, pour faire des petites choses nouvelles pour les D'accord. Est-ce que ces produits-là qui sont vraiment de la péniche aux abeilles, on peut les retrouver ailleurs qu'à la péniche aux abeilles ou pas? Alors on commence tout doucement, parce qu'au départ, on a commencé dans notre atelier, on les a mis sur notre site internet, puisqu'on a créé un petit site internet, et puis il y a quelques épiceries qui commencent à proposer nos produits. Alors pour le moment, qui était plus dans le département de l'Ain, justement, le comptoir des saveurs à Belay, la ferme du Marais qui est à Ignoz, et donc voilà, petit à petit, on était aussi une épicerie à Albertville. Donc voilà, petit à petit, nos produits commencent à se faire connaître et du coup à être proposés dans d'autres endroits. C'est super, hein. Parce qu'il fallait le temps aussi d'être plus nombreux, parce que comme je disais, seul on n'est pas grand chose, et donc pour produire tout ça, on avance moins vite. Exactement. Je ne dirais pas on n'est pas grand chose, parce que moi je suis toute seule et je suis quelqu'un. Oui, mais c'est sûr, on avance plus doucement. Oui, c'est ça, exactement. On va dire. Et si on n'a pas le soutien des proches derrière, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas aussi de la même façon. Exactement. En tout cas, on peut le redire, c'est la péniche aux abeilles, c'est à Chana. Tout à fait. Et c'est Marie avec toute son équipe qui vous concocte plein de produits à base de miel, des tartines-miel. On peut retrouver aussi du miel. Tout à fait, bien sûr, oui, on a du miel de montagne, évidemment, mais on retrouve le miel d'acacia, le miel de tilleul. En fait, on les fait d'ailleurs tous déguster, de manière à ce que les gens se rendent compte, parce que souvent, ils ignorent le vrai goût du miel, déjà. Oui. Et puis, ils ont l'impression que le miel n'a qu'un seul goût. Alors, c'est un peu, parfois, ils nous disent comme une dégustation de vin. On commence par le plus doux, on monte crescendo. Et quand on arrive au miel de châtaignier, souvent, certaines personnes, alors, bien entendu, certains connaissent, mais il y en a qui me disent parfois, mais c'est du miel, ça? Et oui, c'est du miel. Voilà. Ou du miel de sapin, il n'y a pas de fleur au sapin, donc c'est pas du tout la même chose. On est plutôt sur quelque chose de boisé, résineux. Donc voilà, c'est important aussi finalement d'éduquer au goût, et des enfants qui se découvrent un goût pour le miel. En parlant justement d'enfants, est-ce qu'il y a des parcours ludiques qui se font au niveau de la péniche pour voir tout ça? Oui. Alors on a mis en place donc une ruche pédagogique en dehors de la péniche aussi, qui se situe pas très loin de la passerelle quand on la traverse de l'autre côté du canal vers le camping. Et là c'est une ruche avec une grande cheminée en bois, et qui a également 4 faces vitrées, y compris la piste d'envol. Et donc on propose des visites pour les scolaires, et puis pour les particuliers aussi et les groupes d'adultes. On fait également l'été, on a appelé ça une apicroisière, donc en référence à l'Apis mellifera, l'abeille mellifère européenne. Et on travaille avec Bateau Canal, qui est une compagnie de croisière à Chana. Et du coup, on fait une visite de ruche. Après, on embarque sur le Soleil, qui est le premier bateau électrosolaire de la région. On va direction le lac du Bourget. Le capitaine fait un commentaire sur la faune, la flore, l'histoire de Chana, du canal et du lac. Et au retour, on fait un petit apéro miel, donc une dégustation de miel juste avant le repas du midi. Voilà, on a fait un apéritif un petit peu différent. Et on a également fait avec une artiste vannière qui nous a fait une collection d'épouvantails. Donc les gens ont vu apparaître à Chana des épouvantails à certains endroits. Et donc ces épouvantails permettaient, lorsque je pouvais pas les accompagner, parce que voilà, parfois quand je produis les gourmandises, on ne peut pas être de partout.
partout. Et donc, du coup, un petit jeu de piste qui permet, aux familles en autonomie de découvrir le monde des abeilles. Est-ce qu'il y a des salons où vous allez exposer dans les mois qui viennent ou... Le prochain rendez-vous, ce sera le salon Saveurs et Terroirs, donc à Chambéry, auquel nous allons participer fin novembre, 24, 25 et 26 novembre. Et donc, vous pourrez venir déguster nos gourmandises au miel, retrouver également quelques-uns des miels qu'on propose. Et surtout les acheter, ces gourmandises. Oui, c'est le but, effectivement. C'est le but. Merci beaucoup, Marie. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cette rencontre à Megève il y a quelques semaine à Tokissime. Merci pour l'invitation. Tu restes avec nous parce que on va continuer de voir toutes ces belles gourmandises après une petite pause musicale. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. On déguste, ça on peut le dire, et on se retrouve donc ce lundi sur Radio Grand Lac avec un nouvel invité, Nicolas Chiron, notre maître artisan, fabricant de pâtes artisanales. On peut t'appeler pastier, c'est ça ? Oui, c'est un terme qui est utilisé dans notre métier. Un pastier, c'est un maître pastier ou un maître artisan, et une des récompenses que je viens d'avoir. Juste là, il n'y a pas longtemps ? Oui, il y a à peine 3 semaines. D'accord. Comment on fait pour avoir cette récompense ? C'est une récompense qui nous est donnée par la Chambre des métiers, de Savoie. De l'artisanat, oui. Sur un dossier à présenter assez complet, sur lequel il y a beaucoup de critères effectivement à expliquer, à montrer effectivement notre savoir-faire, notre tour de main, et ça passe devant un jury qui nous donne ce titre. D'accord. Il y en a pas beaucoup en Savoie des maîtres artisans de cette profession. De cette profession, on est 3. 3 quand même. D'accord. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est assez reconnu. Vous le retrouvez généralement sur les emballages avec ce petit logo en forme de A avec un petit triangle, un petit losange dessous, maître artisan, qui est en fait un signe de qualité. Qui est décerné donc par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et la reconnaissance de trouver un produit de qualité. Exactement. Donc, Nicolas Chiron, on va revenir sur ton histoire parce que c'est vrai que c'est 6 générations, un savoir-faire authentique. 6 générations, j'ose pas imaginer. Wow. Oui, je patauge dans la coquillette depuis plus jeune âge et de père en fils depuis 6 générations. Oui, on fait des pâtes dans la famille depuis 1892. 1892. Oui. La société familiale bien connue était Alpina, qu'on a effectivement cédée en 2013. Et puis, après avoir purgé un accompagnement et puis des clauses de non-concurrence, ça m'a un petit peu gratté à la sortie de Covid et j'ai dit, allez, je redémarre. J'avais le besoin de revenir à la base du métier, à des produits vrais, des produits qui collent à notre territoire, à notre local et à notre histoire, puisque ancienne terre italienne, si je peux le dire comme ça, piémontaise plutôt. Oui, parce que 1892, on n'est pas bien loin du rattachement. Du rattachement. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai redémarré de zéro. Un nouveau projet qui s'appelle la vermicellerie Chiron et Fils, avec une marque commerciale qui est Chiron et Fils, en faisant un produit de très haute qualité, avec des ingrédients locaux, du blé exclusivement de Savoie, des œufs exclusivement de Savoie, qui sont nos 2 matières premières principales. D'accord. Donc derrière, c'est aussi un savoir-faire de transformation, puisqu'on fait des pâtes comme si on les faisait un peu à la maison, des pâtes laminées, sur lesquelles on s'amuse à revisiter un peu nos produits avec des recettes originales à l'ail des ours, aux herbes de montagne, qui sont un mélange de sarriette, d'hysope et de reine des prés. Un produit bien de notre territoire aussi, le cèpe et le bolet. Et puis plus amusant, un produit à la myrtille, comme vous les avez là, qui se marie très bien effectivement avec des viandes fortes ou des gibiers. Dans la période où on est là, c'est des périodes où ils sont un petit peu utilisés. Et puis on visite aussi un creuset, puisque je suis un petit peu le réinventeur du creuset en Savoie. Il y a 25 ans, j'ai pris la suite de monsieur François Fressard à Moutier, qui est lui le vrai réinventeur du creuset. Et puis, on en a fait le produit qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc, j'ai voulu aussi revisiter cette spécialité
avec du blé de Savoie, des œufs de Savoie aussi. Et là aussi, on retrouve des déclinaisons de recettes un peu originales. À la myrtille, on pourrait en faire un dessert. Oui, on pourrait. J'étais sur, vous savez, même avec des creusets au cèpe, on arrive à faire un dessert. J'ai découvert ça au salon d'Albertville, au Challenge culinaire, où on était partenaires. Et ils avaient à nous proposer des desserts avec des creusets. On a vu des choses très intéressantes. D'accord. C'est fabuleux. Ouais. Donc, on parle d'une nouvelle gamme également. Oui. Chez toi, Nicolas Chiron et fils, une nouvelle gamme très étudiée, je peux dire. Il y a énormément de réflexion, il y a énormément de travail sur la forme, sur son goût bien sûr, mais sa texture, Oui. puisque en général on parle d'une pâte, les pâtes qu'on mange, à base de blé tout simplement. Là c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, on a lâché les freins. On a effectivement dans nos... Attention, parce que là, la neige est tombée. Ouais, c'est pour ça. Il y a tout ce qu'il faut pour aller faire un peu de sport, vous allez voir. Non, on a bien sûr une gamme de pâtes un peu plus traditionnelle, avec une signature un peu particulière, puisque dans toutes nos fabrications de pâtes, nous utilisons un petit peu d'orge brassicole, qui a la faculté d'être un starter à la fermentation. Oui. Puisque nous sommes pratiquement les derniers à faire un peu fermenter nos produits, puisque pour ça, il faut vraiment faire des fabrications très artisanales et maîtriser des séchages à très très basse température sur des périodes de 12 à 18 heures. Et c'est vraiment, si on a une fermentation, forcément, on a du goût. Et c'est un petit peu la signature gustative de notre savoir-faire. Ça crée, on va dire, une levure sans levure. C'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi je l'ai toujours entendu, que ce soit mon grand-père ou mon père, me disait non, le séchoir jamais tu le nettoies, tu le passes pas à la javel, t'as pas le droit de mettre un coup de peinture dedans. Tu as effectivement quelque chose qu'on savait pas forcément expliquer, mais qui donnait la signature gustative de l'atelier. Et puis on est au 21e siècle, donc tout doit être en inox, nettoyable, nettoyé. Donc il a fallu trouver une petite solution. Et comme j'ai un frère qui est quand même assez pointu dans tout ce qui est fermentation, puisque c'est la brasserie du Mont Blanc, j'ai appris à son contact ce que c'était que de maîtriser cette fermentation, et il nous a accompagnés effectivement pour la mise au point de ces techniques. D'accord. Donc on peut aussi maintenant parler de cette peut-on dire innovation? Oui, c'est une véritable innovation. En fait, on est venu me voir pour réfléchir à faire une pâte pour les sportifs. Voilà, donc les pâtes pour les sportifs, c'est quoi? C'est un sucre lent avec un apport protéique. Donc le sucre lent, les pâtes, les blés, je l'avais, mais il fallait que je trouve un ajout de protéines. Alors je voulais pas aller chercher effectivement à l'autre bout de la planète, ou voire même sur d'autres territoires, ni du pois, ni du soja. Des choses qui en plus gustativement n'étaient pas forcément terribles, mais on trouve aujourd'hui ces types de fabrication en pâte hyperprotéinée. Puis je me suis creusé un peu la tête, et c'est là que j'ai rencontré des gens très sérieux qui ont comme métier de revaloriser un coproduit du Beaufort, qui est le petit lait. Le Beaufort est un produit noble sur lequel il y a un cahier des charges très 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 poussé, et que tout le monde connaît, je dirais, et qui a fait sa renommée. Et bien il y a aussi le petit lait qui est issu du même territoire, qui est issu du même parcours agricole. Et ce petit lait, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors pendant des années, il partait un peu ruisseau, on n'a pas trop le droit de le dire. Et puis ils se sont regroupés. Après, on l'a donné aux cochons. Et puis maintenant, ils se sont regroupés. Ils ont monté un site de production qui est à Albertville, qui s'appelle Savoie Lactée, où la protection Beaufort a remonté cet atelier. Et donc, ils sont capables de sortir un isolat de cette protéine de petit lait de Beaufort, qui est une bombe de protéines, puisque ça fait 85% de protéines, avec toute la naturalité qu'on peut connaître autour du Beaufort. Et donc, on a commencé à s'amuser un petit peu à travailler tout ça, à bloquer une machine, à presque la casser même. Mais bon, c'est les joies de la R&D. Donc, on a beaucoup cherché et mis au point une recette qu'on a appelée les torsettes du randonneur, où on garantit 20% de protéines par l'apport de ce petit lait de Beaufort. Donc c'est un produit sur lequel
On a gustativement une pâte relativement classique, mais surtout très ferme. Et c'est surtout cette découverte-là qui nous a surpris. C'est que c'est un produit qui, en termes de cuisson, est indestructible. On peut le laisser 40 minutes dans l'eau bouillante. La torsade, elle ne bouge pas. Elle va blanchir un petit peu, gonfler un petit peu, mais elle est toujours solide, toujours entière. Ah oui. Et elle gardait sa forme et sa texture, et surtout sa texture. Donc, ça nous a mis un petit peu à réfléchir. Et puis là, je me suis dit que on était quand même dans un territoire en montagne et en Savoie où les pâtes se mangent quand même pas mal en gratin. Mhm. Donc, on a dit, cette ténacité C'est avec vrai. cette surcuisson en gratin, Mhm. on va faire un macaroni spécial gratin. Donc, on a effectivement fait une deuxième référence pour accompagner cette torsade du sportif. Puis après, il a dit, faut en trouver une troisième. Donc là, on s'est un peu creusé la tête. Et puis, on a lâché les freins. Et puis là, on s'est dit, tiens, si des fois on arrive à faire un format un peu particulier et avec cette tenue, on arrivait à faire un petit tafagnon qui serait une alternative au pain dans la fondue savoyarde. Et c'est comme ça qu'est né le tafagnon spécial fondu. Donc le tafanon, c'est Tafagnon. ça? Nion. Tafagnon. Tafagnon. Donc c'est une pâte qu'on va utiliser Alors, c'est ça, c'est une pâte... dans la fondue. Dans la fondue. Dans nos fromages. Voilà, en alternative au pain. Alors, je dis pas que je vais remplacer complètement le pain, mais ça amène un côté Il y a une surprenant, originalité. une originalité. Les personnes qui ont dégusté trouvent effectivement la fondue un peu plus légère. Mhm. Et donc, on a développé une forme très particulière. C'est un peu, je vais faire une pirouette là. C'est la cuillère à miel. C'est la cuillère à miel, en tout cas dans l'idée. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et donc, cet apport de protéines va les rendre très fermes. Donc, le petit protocole, c'est de faire cuire ça comme des pâtes dans l'eau bouillante pendant 6 minutes. Et surtout, derrière, les passer à l'eau froide. Pour 2 raisons. Une première, c'est d'arrêter la cuisson. Ça, Oui. c'est assez simple. Et la deuxième, qui est beaucoup plus technique, mais c'est une rétrogradation des amidons. C'est-à-dire que les liens gluténiques vont se resserrer avec le froid. Oui. Et donc, la pâte devient, à ce moment-là, encore un petit peu plus ferme. D'accord. Donc, on les sert froides. On vient piquer avec une fourchette à fondue. Alors, la fondue savoyarde, c'est 3 dents. Hein. Donc, ça m'arrange bien. Ça me donne un peu plus de chance qu'elle reste accrochée à la fourchette. Et donc, on vient piquer à la fourchette le tafagnon et on vient le chauffer et le plonger dans le fromage pour déguster sa fondue. Eh ben, bravo. Moi, je dirais bravo, tout simplement, parce que fallait y penser. Oui, il fallait y penser, Hein? il faut s'amuser. Et puis c'est vrai que c'est pas toujours facile d'innover. On est dans un métier... Une innovation qui mérite récompense, hein, Ah, ça... je dirais. On l'a présenté à différents concours. On attend les résultats. Maintenant, on va voir ça dans les prochains jours. On va voir ça dans les prochains jours. En tout cas, c'est une très belle... ce sont de très belles idées. On a des pâtes au blé, protéines de lait. On a des pâtes au blé, œufs de Savoie. Voilà, on a... tous ces origines, en tout cas, hein, de produits d'ici, je dirais. Et comment on peut retrouver toute cette gamme de beaux produits, parce que la gamme commence à bien se développer. On a parlé tout à l'heure de Saveurs et Terroir. Oui. Donc, tu seras aussi, Nicolas Chiron, à Saveurs et Terroir. Oui, je serai aussi à Saveurs et Terroir. C'est un endroit assez magique. On croise à peu près plus de 10 000 personnes sur 3 jours dans un des salons les plus gourmands des Alpes. Et ça nous permet parce que c'est pas toujours facile, mais de croiser nos consommateurs et d'être en lien direct avec eux. C'est sans filtre, c'est cash. Ils aiment pas, mais en tout cas, on a vraiment ce besoin de partager avec nos consommateurs et de les faire réagir sur nos produits. Et c'est une belle occasion de le faire sur le salon Saveurs et Terroir, où on aura aussi à la dégustation pendant tout le week-end les tafagnons en fondue, puisqu'on a monté un petit atelier aussi pour venir déguster cette fondue sur le salon. Ah oui, on pourra donc découvrir à ce moment-là la fondue. Tout à fait. Sinon, où est-ce qu'on peut retrouver ta gamme dans... Ah écoutez, Est-ce que pas simplement au supermarché, ou est-ce que ça va être plus réservé aux magasins de produits régionaux? tous les clients sont bienvenus. Oui, mais là, à l'heure actuelle, Donc, à l'heure actuelle, là demain, non, je vais non, manger bien une sûr. fondue avec tes pâtes. Comment je fais? Bon, bien sûr, là, je pars Alors, avec les pâtes. Non, Mais- on est situé à Comment la on fait? Ravoire, Ouais. dans la petite zone là derrière le Super U de la Ravoire.
Et ce sont des partenaires depuis le départ, puisqu'ils nous ont laissé vraiment une belle place avec l'ensemble de notre gamme, ce qu'on n'a pas partout chez nos autres clients et distributeurs. Donc au Super U de la Ravoire, vous avez effectivement toute la gamme qui est présentée, mais aussi au Super U de la Motte, au Leclerc de Chambéry, au Halles Savoyarde, et puis après, on essaime comme ça dans tous nos territoires savoyards, puisque j'ai la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle Geoffroy Distribution, Oui. qui nous permet de pouvoir proposer à nos clients un Franco au premier carton, et qui nous permet justement de nous éloigner un petit peu de notre base chambérienne pour aller un peu en Haute-Savoie, et beaucoup aussi pour monter dans nos montagnes, puisque nos creusets sont quand même pas mal consommés en montagne. Et là, j'ai des relais effectivement très puissants avec des gens comme Sherpa, comme Carrefour Montagne, qui nous distribuent bien sûr tous nos produits. Eh bien, nous, en tout cas, à Radio Grand Lac, on te souhaite de distribuer tes produits partout. On y travaille tous les jours. Partout. Surtout, voilà, en plus de belles découvertes. Et puis, merci beaucoup. Il y a Merci. un site internet aussi qui est très bien fait pour pouvoir découvrir déjà la gamme. Et puis, peut-être après, on pourra commander aussi sur le site. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait en place. Mais si vous m'envoyez, alors il y a une page qui existe. Vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie un petit tableau qui vous permet de faire votre choix sur l'ensemble de nos références, sachant que tous nos produits sont effectivement sur le site internet et sont présentés. Et puis à partir de ce moment-là, on vous envoie un petit colis. Il y a des petites recettes aussi, Ouais, d'élaborer. Ouais, tout à fait. Super. Merci beaucoup, Nicolas Chiron. Tu restes avec nous puisque la transition Avec va se plaisir. faire. Fromage et vin. Et puis, c'est avec Jean-François S. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir Hilde. Donc, c'est le fondateur de l'événement Savoie Cheese and Wine Week qui a lieu en ce moment même en Savoie et Haute-Savoie. Jusqu'au 18 novembre. Voilà, jusqu'au 18 novembre. Le 18, c'est... Samedi. Samedi, c'est important de le dire parce que avec le temps, en ce moment ici, on a l'impression, qu'on est un peu toujours le même jour avec la pluie et le froid. Donc c'est important de le dire. Non, ne t'inquiète pas, à Paris il fait aussi le même temps, donc tout va bien. D'accord. Voilà. Alors comment ça se passe ce programme? Est-ce que tu veux donc rappeler Oui, alors c'est très simple. C'est vraiment. Il y a plus de 80 lieux partenaires qui sont mobilisés en Savoie et Haute-Savoie, c'est-à-dire aussi bien des restaurants, des brasseries, des restaurants étoilés, des bars à vin, des cavistes et des fromagers. Donc il y a plus de 80 lieux qui sont mobilisés. Et côté fromager, donc il y a 50 magasins qui font partie des 7 coopératives du Beaufort qui sont partenaires de cette opération Savoie Cheese and Wine Week. Voilà, sans oublier bien sûr les vins de Savoie qui sont notre partenaire de base avec qui nous sommes depuis déjà 3 ans années, pour oui. Paris et aussi à New York. Voilà. Très bien. Eh bien, nous, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs, tous nos potes, tous nos clients dans nos établissements. Et 80, il y a eu un grand travail de fait depuis le mois de juillet. Bravo en tout cas à toute cette mobilisation qui a été mise en place. On peut aussi se remercier à Radio Grand Lac, je dirais. Exactement, qui est notre partenaire, bien sûr. On peut remercier également Éric Jacquet qui a fait un très très beau travail, vraiment fabuleux depuis cette première rencontre. Et je n'ai pas parlé des maîtres restaurateurs. Exactement, c'est pour ça. Les maîtres restaurateurs, tu as bien raison, les maîtres restaurateurs qui font partie des partenaires, aussi bien en Savoie, Haute-Savoie, qu'à Paris. Donc, mais effectivement, en Savoie et Haute-Savoie, il y a un travail énorme qui a été fait par Eric et je l'ai déjà remercié quand j'étais à Chambéry, pas plus tard que vendredi. Et mais oui. et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et effectivement, et pour connaître le programme de tous ces événements en Savoie et Haute-Savoie, il n'y a rien de plus simple. Il y a un site internet qui est très bien fait, qui donne le programme, qui est www.savoiecheeseandwineweek.com. Merci beaucoup en tout cas Jean-François S de nous avoir embarqué dans ce bel événement. On se dit à l'année prochaine.
Un peu, même c'est une évidence. Voilà. Et puis je sais qu'il y aura énormément plus de partenaires l'année prochaine qui vont nous rejoindre, puisque au début c'est toujours comme ça. On commence à 1, 2, 3 et là on est à 80. Et ce qui est déjà très bien pour une première année. Ce qui est énorme pour une première année. Donc, un grand merci pour mettre nos fromages et vins sur Paris également, parce que c'est notre culture culinaire. Exactement. On est en France. Voilà, qui seront mis en avant dans les assiettes de la capitale. Donc, merci beaucoup. Et pour Paris, ça commence ce samedi. Quand la Savoie s'arrête, Paris commence et jusqu'au 18 novembre. Donc du 18 au 26 novembre. Donc si vous venez par hasard à Paris, le programme c'est comme en Savoie, www.paris-cheeseandwineweek.com. Alors moi, si je viendrai avec les pâtes blé et protéines de lait de Chiron et Fils, un spécial fondu. Si je viens te voir, sinon je viens pas. Avec plaisir. D'accord. Okay. Merci beaucoup Jean-François. Je vous souhaite en tout cas à tous à Paris aussi après un bel événement. À très vite. Merci. On fait une pause musicale et on se retrouve après avec notre chef Cédric Campanella. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et ce soir, on parle produits, on parle artisan, on parle restaurant, fromage, vin. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous avons découvert ce soir Marie de la Mielerie Tchana, la péniche aux abeilles, avec ses produits tartimiel, carao miel, croque-miel, noisette, son nougat. Vraiment des produits d'exception que vous pourrez retrouver donc dans sa péniche à Chana. On a également eu Nicolas Chiron qui nous a fait l'honneur, je dirais même, de venir ce soir, puisqu'en ce moment on le voit partout, donc son programme est très chargé, donc merci beaucoup. Avec ses pâtes, on a découvert donc ces pâtes spéciales fondues, le tafagnon, comme il a été nommé, ces pâtes au blé et œufs de Savoie, la myrtille au cèpes et crozet, enfin vraiment un assortiment de bons produits. Et c'est bien sûr, il y a du terroir sur la table que l'on découvre tout ça. Et puis, quand on parle produits, qui dit mieux que le chef Cédric Campanella du restaurant Le 59 pour nous parler de recettes, produits, plats du terroir. N'est-ce pas, Cédric ? Tout ça est passionnant, tous ces produits sont passionnants en fait. Toute la cuisine c'est une passion, faire des produits, tous ces produits c'est la passion, c'est ce qu'il y a de mieux quoi. C'est ce qu'on recherche tous les jours en fait, Donner du plaisir, donner de la satisfaction aux clients et faire plaisir quoi en fait, tout simplement quand les clients viennent nous voir. Exactement. Donc à partir d'une personne, 2 personnes, ensuite vient le produit. Ce produit, il est travaillé avec cette signature que l'on a chacun de nous dans nos professions de cuisinier, de chef cuisinier également. On va parler un petit peu de ton parcours, Cédric, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, écoutez, moi j'ai été baigné très jeune en fait. Mon père était pas issu de ce métier. Je suis pas d'une grande lignée de cuisinier, mais un jour il a décidé de prendre une plage au bord du lac, la plage du Lido. Donc c'est là que ça a commencé. De 84 à 2001 en fait. Et c'est là qu'à 13-14 ans j'ai commencé mes premières saisons. D'accord. À servir des coca quoi, comme les petits jeunes. Et puis après je suis vite passé en cuisine, même en étant encore au collège. Et puis après l'école hôtelière, je me suis lancé. J'ai travaillé avec eux jusqu'en 2001 en fait. Je faisais les saisons, l'hiver à la montagne et puis l'été à Aix-les-Bains au bord du lac. Et puis après 2001 le château de Candy pendant une dizaine d'années. Mm-hmm. On a vu l'étoile avec mon frère en 2005. Et puis après, on s'est installé, je me suis installé au 59. Donc là, ça va faire bientôt 14 ans. Donc rue du Casino à Aix-les-Bains. Donc c'est rue du Casino à Aix-les-Bains et forcément 59. C'est le numéro 59. Voilà.
D'accord. Aujourd'hui, au 59, quelle est ta signature culinaire? Alors on travaille Comment tu travailles? On travaille essentiellement la saisonnalité, hein. Donc les produits le plus local que l'on va trouver, mais c'est vrai que maintenant, oui, je me suis engagé sur vraiment toute sur ma carte, c'est vraiment la saisonnalité qui compte, hein. Le produit au bon moment, le faire au bon moment, tout ça, toute la signature de cette carte avec mes équipes, on le fait dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on essaye au mieux de satisfaire le client avec ces produits qu'on peut avoir localement ou qui viennent un peu d'autres régions, hein, parce que c'est dur après de travailler qu'avec des produits locaux, mais on essaye de faire au mieux tous les jours et de donner satisfaction. Oui. Donc c'est le restaurant le 59, on peut aussi l'imaginer, hein, avant d'y aller. C'est un cadre aussi très feutré, mais c'est un cadre il faut que ça soit un cadre cosy, un petit peu comme à la maison, quoi. Il faut qu'il y ait de pression au restaurant, il faut se sentir bien, détendu. Voilà, on a des banquettes agréables, c'est vrai, il y a ce côté cosy, quoi. Il y a pas de se sentir un peu comme à la maison, c'est ce que j'aime dire souvent. Dans tes plats, tu travailles les produits de saison actuellement. Sur quels légumes, par exemple? Bon, bien sûr, on a des champignons encore. Oui, là on a une belle saison de cèpes. Des cèpes. Ouais, on a une belle saison de champignons des bois. Là, c'est terminé depuis 15 jours, hein, depuis qu'il y a eu les grosses pluies, mais c'est vrai qu'on a une beau début et belle arrière-saison concernant les champignons. Et c'est vrai qu'après, là, on arrive tout doucement vers les légumes d'hiver. Moi, ce que j'essaye le plus souvent, c'est, on va dire, à la fin de l'été, en fait, les aubergines, les tomates, les garder le plus longtemps possible, hein, parce qu'après, l'hiver est très long, en fait, hein. Donc, tout ce qui est butternut, les légumes racines et tout, les commencer le plus tard possible, parce qu'après... On les retrouve longtemps. Ouais. Jusqu'à fin mars. Après, on attend les premières asperges, les premiers primeurs, mais l'hiver est long, il faut avoir des idées, en fait, hein, il faut se renouveler sur une carte. Oui, et parce qu'après, c'est pareil aussi, les asperges, on doit les tenir un long moment. Oui, on les tient un long moment. Bon, il y a une vraie saisonnalité, mais c'est vrai que je pousse au maximum chaque légume j'ai pas encore attaqué les légumes racines, mais bon, je vais, on a attaqué la betterave, le butternut il y a une semaine. Oui. Et après les légumes racines, on va enchaîner, mais je pousse au maximum. Mais c'est vrai que tous ces produits vont arriver en déclinaison de butternut, panette, topinambour, cerfeuil tubéreux. Tous ces légumes arrivent tout doucement, tranquillement. D'accord. Comment tu vas marier justement un légume avec une viande? La viande aussi, ça se marie avec une saison? Oui, il y a une saisonnalité dans les viandes. Je fais attention à ça, en fait, que ce soit sur la viande, sur le poisson, sur beaucoup de choses. J'essaie de faire des associations en toute... il faut vraiment tourner autour de la saison, hein, pas perturber tout ça. Et il faut toujours qu'il y ait un équilibre dans l'assiette, mais il faut qu'il y ait toujours un petit coup un peps. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ressort de cette assiette, en fait. D'accord. Donc souvent, j'aime bien décliner un légume, hein, suivant les consistances différentes, hein, en purée, poêlée, en émulsion. Rajouter un peu de croquant, rajouter un peu de peps, hein, ça peut passer par une acidité, par tout ça. Je pense qu'on doit retrouver un petit peu tout ça dans une assiette, hein. Faut que ça surprenne. Hein. D'accord. J'aime bien qu'une assiette surprenne. Ouais. Tu aimes l'art aussi? Est-ce qu'on le retrouve dans tes assiettes? Ouais, on fait attention maintenant. C'est vrai qu'on travaille un petit peu avec des pousses, des fleurs. L'été, j'ai la chance d'avoir, j'ai Isabelle qui me ramasse des fleurs et des plantes en Savoie, et donc c'est vrai que j'ai la chance de les mettre dans mes assiettes. Donc ça fait partie aussi du décorum, du goût de l'assiette. Là, c'est vrai que la saison de ramassage des plantes et herbes est terminée, donc on passe par autre chose. On utilise des petites herbes, des pousses, d'autres choses, et on essaie quand même de structurer nos assiettes, hein, pour qu'il y ait un effet visuel. Oui, parce qu'aujourd'hui, on le voit un petit peu dans notre métier, on nous incite à aller sur du apprendre à dresser. Apprendre, c'est aussi quelque chose que tu apportes aux autres. Les autres viennent apprendre de toi. Est-ce que le dressage, par exemple, fait partie de des cours que tu vas donner, par exemple? Il faut que tout soit dans un équilibre, quoi, avec mes équipes ou les cours de cuisine que je vais donner à côté. Oui, c'est un ensemble. Mais en fait, c'est un ensemble comme dans beaucoup de professions. C'est un ensemble de petites choses, hein. Donc ça va passer par le goût, après par
comment on va dresser, la façon dont on va l'adresser, comment on va positionner tel produit à côté d'autres produits. Et il faut que le choix d'assiette aussi. Le choix est très important des assiettes. Maintenant, j'ai remarqué que oui, nous cuisiniers, on est très sensibles à ça. On a un large choix d'assiettes et de contenants pour dresser au mieux. C'est vrai que c'est on a beaucoup de produits, on a beaucoup de choses. Exactement. Alors, on a vu, on sent cette passion. Tu aimes transmettre, élever justement la cuisine à un certain niveau, je dirais. Offrir des moments de bonheur à travers tes plats. Et tout ça, on peut apprendre. On peut l'apprendre puisqu'il y a des moments où on te retrouve à la cité. La cité du goût, la chambre des métiers. Oui, voilà. Depuis le début. Ils ont de la chance d'avoir une très belle cuisine en fait à la Cité du Goût où des professionnels de tout métier, que ce soit la pâtisserie, la cuisine, il y a plein de métiers en fait qui se retrouvent là-bas. Donc j'ai de la chance de faire très souvent des cours de cuisine pour les particuliers ou pour les entreprises aussi. Donc c'est un échange différent. Quand vous avez la personne, c'est comme on dit en anglais le face to face quoi. C'est du direct en fait. Pose les questions directement, l'échange est direct et c'est très agréable. Donc ça, tu vas en avoir prochainement d'autres interventions. Maintenant, j'ai des interventions privées pour des groupes à la Cité du Goût, mais après ça va être en début d'année, au mois de février, où je vais avoir des cours. Quand ils vont reprendre leur nouveau programme. Je vais avoir deux cours dans les 6 premiers mois de l'année, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut t'avoir à la maison? Oui, bien sûr. Comme chef à domicile, ça se fait beaucoup depuis quelques années. Ça commence un petit peu chez nous, on va dire dans la vallée, on en entend parler. Donc on peut te demander de venir cuisiner de temps en temps. Oui. Alors je peux pas toujours, parce que je peux pas toujours laisser mes équipes et tout ça, parce que nous on a concentré notre activité sur les 4 derniers jours de la semaine, du jeudi au dimanche. Mais de temps en temps, oui, mais c'est toujours agréable de s'exporter ou d'aller chez des privés, c'est très agréable. Oui. Tu as un très beau site internet et j'ai vu qu'on pouvait aussi, tu pouvais partir en Afrique. J'ai lancé ça. Tu as déjà fait? Non, mais c'est récent. Ouais, c'est récent. En fait, là, je fais du consulting déjà pour MMV, la Mer Montagne Vacances, qui est en station. Qui ont beaucoup de sites. Je les aide sur. En consulting, c'est ça. En consulting, je leur fais un menu signature. Et puis, je les aide sur des produits, sur des choses spécifiques, parce qu'ils ont des hôtels clubs qui va de 250 à 450 personnes en fait. Ah oui. Donc je les aide un peu, je les aide à former les chefs déjà au mois de fin novembre, début décembre, où ils font leur grande semaine en fait d'intégration et de mise en place. Et ça, j'aimerais aussi faire un peu de la promotion, puisque ma femme est africaine, aller dans certains pays, Maroc ou Sénégal, pour faire partager aussi la connaissance que j'ai acquis depuis toutes ces années, oui, bien sûr. D'accord, donc c'est un sacré boulot aussi, c'est de la transmission que tu fais. La transmission, je trouve que... On sait que c'est très important. Ouais, c'est très important. J'ai beaucoup de jeunes là qui viennent me voir pour les stages de 3e, 4e. Alors, beaucoup plus pour la cuisine que pour la salle, mais je veux dire que j'en ai presque, je vais pas dire un tous les mois, mais j'en ai très très souvent. Et c'est vrai que les jeunes sont curieux de ce métier. Et nous, on a notre part là-dedans. Il faut vraiment qu'on fasse découvrir. Alors après, que ça leur plaise ou pas, mais il faut vraiment qu'on fasse découvrir toute cette part du métier. Et puis les avantages et les inconvénients. Mais c'est un très beau métier, faire connaître, oui. T'as une actualité à venir sur un salon, quelque chose? Et là, essentiellement, je pourrais pas aller à Salon Saveur et Terroir parce que je travaille le week-end, donc ça va être toujours un peu compliqué d'y aller. Je sais que Serge t'a posé la question. Ouais, c'est toujours un petit peu compliqué. Hélas, c'est un très beau salon. Mais c'est vrai qu'après, on prépare rapidement les fêtes de Noël, là. Beaucoup de demandes pour cette période. Et puis, j'ai mon consulting en station, là, qui va arriver à la fin du mois. Donc, je me concentre là-dessus avec des demandes spécifiques sur des recettes végétales, sur des tendances un petit peu différentes à apporter pour les clients dans cet hiver. D'accord. Donc, je suis concentré là-dessus. Et bien sûr, sur la fin d'année qui est très importante. Tu as un chef d'inspiration? Je vais dire, j'aime beaucoup Pierre Gagnère. Oui. Bon, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de très très grands chefs, mais je vais dire Pierre Gagnère en premier, quoi. C'est le premier qui me vient, quoi, avec qui est parrain de l'événement Cheese and One Week. Tiens, Pierre Gagnère. Pierre Gagnère. Oui, non, mais un grand homme, un grand chef.
voilà, avec beaucoup d'inspiration. C'est un chef un peu poète, mais qui a beaucoup de qui apporte énormément j'ai eu la chance de le rencontrer souvent, d'avoir fait même une journée avec lui à Paris, une journée de recettes, et c'est très enrichissant. D'accord. Ouais. Ça c'est important aussi. Où est-ce qu'on qui on a dans nos étoiles, quoi. Voilà. Oui, voilà. Alors, quel bouquin on a chez nous, parce que il y en a qui ont plein de bouquins, mais oui, qui ne regardent pas spécialement, mais nous on en a peu, mais on sait lesquels on a. Mais c'est vrai qu'il y a il y a l'homme, il y a ce qu'il représente, il y a ses recettes, il y a beaucoup de choses en fait, voilà. Bien sûr. Il y a beaucoup de paramètres. Et qu'est-ce que ça t'a inspiré, les pâtes de Nicolas Chiron sur un dessert? Tu parlais d'un dessert tout à l'heure. Ah oui, on pourrait faire un style, bien sûr, pas du riz au lait, mais pâte au lait, oui, bien sûr. Après, on peut le faire avec de la vanille, avec les, bien sûr. Avec celle à la myrtille. Ouais, on peut faire beaucoup de choses, oui. Alors, elles ont une forme un petit peu différente, style un petit peu. Un nid d'oiseau, un petit peu, hein. Un nid d'oiseau, mais avec des fruits rouges, oui, des choses bien fortes, bien pensées. On peut faire de belles choses, oui. Mais la vraie découverte, c'est vrai que c'est remplacer ses pâtes, remplacer le pain par ses pâtes pour faire la fondue. Ça, c'est assez étonnant. Ouais, très beau produit. On va goûter tout ça. En tout cas, venu avec le poêlon, mais je reviens la semaine prochaine. Ouais. Si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas là la semaine prochaine, donc l'autre semaine, hein, Nicolas. C'est tous les 15 jours l'émission. En tout cas, merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup, Hilda. Tu es toujours au Goemio? Oui, on est toujours au Goemio. De Toc? Ouais, de Toc. Bravo. Cuisine de chef, bon, ça va, on est content. Hein. Oui, il faut. C'est un travail qui mérite. Et c'est des reconnaissances aujourd'hui. Le Goemio, je trouve qu'il est en train de prendre une belle place aussi dans le monde de la cuisine et de notre cuisine française. En tout cas, merci à vous tous. Nous, on se retrouve, je le disais, dans 15 jours, pas avant. En attendant, restez connectés sur la page Instagram. Il y a du terroir sur la table. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, puisque les émissions, vous les retrouvez sur YouTube. Il y a du terroir sur la table. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.